Je n'ai jamais accordé beaucoup de crédit aux histoires de feu de camp sur des singes géants qui arpentaient la chaîne des Cascades. Jusqu'au jour où une créature de près de 2,70 m m'a poursuivi sur 11 km de sentiers techniques à des vitesses qui défiaient toutes les lois de la biologie que je connaissais. Et ça a fondamentalement changé ma perception de ce qui est possible en ce monde. Je m'appelle Marcus Vance et j'ai aujourd'hui 51 ans. Je gagne ma vie grâce au VTT depuis l'âge de 23 ans. J'ai commencé comme compétiteur de descente à la fin des années 80 et au début des années 90, en participant à des circuits allant du Crankworx à Whistler à la légendaire Méga-Avalanche dans les Alpes françaises. Une chute catastrophique lors d'une qualification à Snowshoe Mountain en Virginie occidentale en 97 a mis un terme à mes ambitions sportives, fracture ouverte du fémur gauche, rotule éclaté, hémorragie interne qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. Les médecins m'ont dit que j'aurais de la chance si je parvenais à remarcher normalement, alors courir en compétition, n'en parlons pas. Ils avaient à moitié raison. J'ai remarché, mais la compétition, c'était fini. En 99, j'avais réorienté ma carrière vers l'architecture et la conception de pistes, mettant à profit 2 décennies d'expérience pour dessiner des parcours de VTT pour des municipalités, des promoteurs privés et des entreprises de loisirs de plein air. Le métier payait étonnamment bien, surtout quand il s'agissait de clients fortunés qui voulaient des propriétés d'exception. Ma réputation était solide. Si vous aviez besoin d'un réseau de sentiers qui alliait défis techniques et sécurité du pilote, qui intégrait les caractéristiques naturelles du terrain tout en minimisant l'impact environnemental, vous appeliez Marcus Vance. Septembre 2005 m'a vu travailler dans la Gifford-Pinchot National Forest dans le sud de l'État de Washington, à environ 100 km au nord-est de Portland. Un groupe d'investissement immobilier avait acheté près de 200 hectares de forêt vierge avec l'intention de créer une station de VTT exclusive. Il m'avait approché avec une offre que je ne pouvais refuser, 35 000 $ pour la conception complète du réseau de sentiers avec des bonus liés au délai de réalisation. La propriété était exceptionnelle. Une forêt primaire, des dénivelés spectaculaires, des formations rocheuses naturelles qui offriraient des sections techniques de classe mondiale, le genre de terrain qui faisait saliver les concepteurs de pistes. J'avais passé 6 semaines à arpenter la propriété, à documenter chaque élément significatif, à cartographier les itinéraires optimaux qui mettraient en valeur le paysage tout en offrant des niveaux de difficulté variés. La pièce maîtresse était une piste de descente que j'étais en train de développer. Un parcours de 8 km avec une perte d'altitude de près de 600 mètres. Ce serait l'attraction phare, le sentier qui attirerait les pilotes chevronnés de tout le pays. Mon équipement reflétait les avancées technologiques depuis mes années de compétition. Je roulais sur un Turner RFX de 2005, un tout suspendu avec 7 pouces de débattement à l'avant et à l'arrière, des freins hydrauliques Formula et des modifications personnalisées qui avaient en poussé l'investissement total au-delà de 6 000 $. Le vélo était un instrument de précision et je connaissais ses capacités au millimètre près. L'installation caméra était plus sophistiquée que tout ce qui existait à l'époque de ma carrière de coureur. J'avais monté un caméscope HDV Sony HDR HC1 sur mon casque Bell Faction à l'aide d'un support de fixation fabriqué sur mesure. Le HC1 était une technologie de pointe pour 2005, enregistrant de la vidéo haute définition sur des cassettes mini DV avec une qualité d'image qui surpassait tout ce qui se faisait pour le grand public, ne serait-ce que 2 ans auparavant. La caméra ajoutait un poids notable à mon casque, affectant l'aérodynamisme et la tension dans le cou lors des longues descentes, mais mes clients attendaient une documentation professionnelle de leur investissement. J'avais garé mon véhicule personnel, un Ford F-150 de 2003, au pied de la piste de descente, puis j'avais utilisé le Chevrolet Suburban de la société de promotion pour me faire la navette jusqu'au départ du sentier, en amont.
Ils m'avaient donné un accès illimité à leurs propriétés et à leurs véhicules, faisant entièrement confiance à mon jugement professionnel. Le point d'accès supérieur était une route de service forestière désaffectée qui n'avait pas vu d'entretien depuis au moins 15 ans, parfait pour nos besoins, offrant un accès motorisé sans nécessiter la construction de nouvelles routes. Il était 10h45 du matin quand j'ai clipsé mes pédales et entamé la descente test. L'air de septembre avait cette qualité propre au nord-ouest Pacifique, frais et d'une pureté incroyable. La température avoisinant les 14 degrés. La canopée forestière créait un effet de cathédrale, d'immenses sapins de Douglas et des tuyas géants filtrant la lumière du soleil en un éclairage doux et diffus. Les érables, à grandes feuilles, commençaient à peine leur transformation automnale, avec des touches occasionnelles d'or et d'orange. Parmi les verts dominants, les conditions du sentier étaient optimales. Nous avions eu une pluie modérée 3 jours plus tôt, assez pour créer une traction idéale sans produire de boue. J'ai activé la caméra Sony, vérifiant sur le petit écran LCD que l'enregistrement avait bien commencé, puis j'ai entamé ma descente. J'avais conçu la première section pour mettre en confiance, ce qu'on appelle une flow trail, dans le jargon une prise de vitesse progressive à travers des virages relevés et fluides qui permettaient aux pilotes de maintenir leur élan tout en gardant le in control. La surface du sentier était parfaite, la suspension de mon vélo absorbant les petites irrégularités avec des mouvements à peine perceptibles. Je me suis penché dans les virages relevés, ressentant cette sensation familière de vitesse contrôlée qui ne s'estompait jamais, peu importe combien de fois je la vivais. Test de la section de flow initiale, ai-je commenté pour la caméra. La composition de la surface est idéale. Transition vers la section rocheuse technique dans environ 25 mètres. La section technique qui s'annonçait était une formation naturelle que j'avais intégrée au design plutôt que de construire des obstacles artificiels. Une portion de 12 mètres de blocs de granit, chacun de la taille d'une machine à laver, exigeant une sélection de trajectoires et un timing précis. J'avais déjà parcouru cette section 4 fois pendant la phase de conception, identifiant le chemin optimal à travers ce chaos. Prenez la bonne ligne à la bonne vitesse et c'était exaltant. Faites une erreur de calcul et vous vous retrouviez à vous extirper d'un enchevêtrement de métal et de roches. J'ai choisi ma ligne, mis du poids sur les pédales pour comprimer la suspension. Puis j'ai laissé le vélo flotter sous moi alors que la roue avant effleurait le premier rocher. La suspension s'est comprimée et détendue en succession rapide, mes mains restant lâches sur le guidon pour permettre au vélo de bouger indépendamment, tandis que mon buste maintenait l'équilibre. C'était une mémoire musculaire développée au fil de milliers d'heures, le genre de compétence inconsciente qui sépare les professionnels des amateurs, section rocheuse passée sans encombre. Ai-je narré, j'entre dans la première descente majeure. Le sentier plongeait brusquement, une section que j'avais conçue pour générer une vitesse importante tout en maintenant des marges de sécurité. J'avais construit une petite rampe de lancement en haut d'une cassure de 1,5 m, créant une opportunité de saut pour les pilotes expérimentés. J'ai abordé l'obstacle à la vitesse prévue, senti le vélo décoller du sol, maintenu une position corporelle centrée pendant la phase de vol. L'atterrissage fut d'une douceur exemplaire, la suspension absorbant l'impact sans talonner. Je souriais, bien que mon casque intégral masquât mon expression. Cette piste allait être extraordinaire. Chaque élément fonctionnait exactement comme prévu, le terrain coopérant parfaitement avec ma vision. C'est à ce moment-là que j'ai enregistré la première anomalie. Il y avait des empreintes sur la surface du sentier devant moi, des traces fraîches imprimées dans la terre humide, mais ce n'étaient pas les motifs familiers de sabots de cerf ou de wapiti, ni même les marques de griffes distinctives des ours noirs. C'étaient des empreintes de pas, d'énormes empreintes de pas, dépassant facilement le double des dimensions de grandes bottes d'adultes. J'ai freiné, décélérant d'environ 50 km/h.
Heure jusqu'à un quasi-arrêt, j'ai déclipsé mon pied droit et l'ai posé au sol, étudiant les empreintes. Plusieurs traces traversèrent le sentier en diagonale, montant vers un couvert forestier plus dense. Ma première hypothèse fut une interférence humaine, probablement quelqu'un créant de fausses preuves pour un canular. Le Nord-Ouest Pacifique attirait régulièrement ce genre de comportement. Chaque saison apportait son lot de nouvelles découvertes de fausses preuves de l'existence de Bigfoot, généralement créées avec des bottes modifiées ou des pieds en bois sculptés. Mais ces empreintes semblaient incompatibles avec la méthodologie habituelle des canulars. La profondeur suggérait une répartition de poids authentique, pas la compression uniforme à laquelle on s'attendrait d'une reproduction artificielle. Les empreintes de chaque orteil montraient une séparation distincte avec ce qui semblait être des dessins de crêtes dermiques visibles dans le sol humide. Les empreintes étaient extrêmement fraîches, créées au cours des dernières heures si l'on en jugeait par l'état des bords et la teneur en humidité. Bon sang, c'est quoi ça? Ai-je marmonné en me penchant pour examiner de plus près. La caméra Sony sur mon casque enregistrait ma perspective alors que j'étudiais les empreintes. Chaque trace mesurait au moins 43 cm de long, sur environ 20 cm au point le plus large. La longueur de la foulée entre deux empreintes consécutives était remarquable, facilement 1,80 m. Quoi que ce fût qui avait créé ces traces, il possédait une taille et une masse considérables. Une sensation de malaise m'a parcouru l'échine, malgré l'effort physique qui maintenait ma température corporelle élevée. Je travaillais dans un isolement relatif dans ces forêts depuis 6 semaines, ne rencontrant rien de plus menaçant que des cerfs surpris et un corbeau de temps en temps. La solitude m'avait semblé paisible, voire méditative. Mais l'examen de ces traces a déclenché une sorte de réponse primitive, une reconnaissance ancestrale d'une prédation potentielle. J'étais profondément isolé. La structure habitée la plus proche se trouvait à plus de 11 km. La couverture de téléphonie mobile était inexistante si loin dans la forêt. J'avais une radio bidirectionnelle dans mon sac d'hydratation, mais sa portée effective était d'environ 5 km dans des conditions optimales, et bien moins dans une forêt dense avec des interférences topographiques. J'ai regardé en amont, suivant la ligne des traces dans la forêt. Une végétation dense créait des barrières visuelles au-delà de 10 mètres. Fougères épais, salal et mahonia formaient un mur vert impénétrable. La visibilité était sévèrement limitée. Sûrement juste un type qui s'amuse avec de faux pieds, ai-je dit à voix haute, tentant de rationaliser la découverte « poursuite de la descente test ». J'ai reclipsé et repris ma descente, mais la confiance détendue s'était complètement évaporée. Ma conscience était désormais en alerte, scrutant continuellement la lisière de la forêt pendant que je roulais. Le plaisir avait été remplacé par une anxiété sourde qui refusait de se dissiper. Le sentier virait à droite, suivant les contours naturels du terrain. J'avais conçu cette section pour une prise de vitesse progressive, une longue courbe ample qui permettrait au pilote d'approcher les 65 km/h à la sortie, mais je maintenais une vitesse conservatrice, toujours troublée par ces traces. C'est là que j'ai détecté l'odeur. Une odeur puissante et musquée, rappelant la fourrure animale mouillée, mêlée à de la matière organique en décomposition et à autre chose que je ne pouvais identifier. L'odeur était assez intense pour pénétrer ma conscience, même en mouvement, même avec le flux d'air de mon passage. Elle a déclenché quelque chose de profond dans mon architecture neurologique, un ancien système d'alerte antérieure à la pensée consciente danger, prédateur, proximité immédiate. J'ai serré plus fort les leviers de frein, réduisant ma vitesse à environ 25 km/h. L'odeur s'intensifiait. Je me dirigeais vers la source de cette puanteur. Puis j'ai entendu du mouvement dans la forêt sur ma gauche. Quelque chose de grand, déplaçant la végétation, pas le mouvement prudent et silencieux caractéristique des cerfs ou des wapitis. C'était lourd, déterminé,
s'écrasant à travers le sous-bois sans aucune tentative de discrétion. Je me suis arrêté complètement, les deux pieds au sol, à cheval sur mon vélo au milieu du sentier. Mon rythme cardiaque s'accélérait rapidement. Tous mes instincts diffusaient un seul message: repli, fais demi-tour, quitte cet endroit immédiatement. Le mouvement dans la forêt cessa brusquement. Le silence s'abattit sur les bois, ce silence oppressant et contre nature qui indique la présence de prédateurs et que chaque animal proie, doté d'instincts de survie fonctionnels, s'est immobilisé ou a fui. J'ai tourné lentement la tête vers la source des bruits. Ma respiration semblait assourdissante à l'intérieur du casque. La caméra Sony sur ma tête enregistrait tout, l'objectif pointant là où ma tête se tournait. À travers une trouée dans les buissons de Salal, à peut-être 15 mètres du sentier, je l'ai vu. Un visage, partiellement dissimulé par le feuillage et l'ombre, mais sans l'ombre d'un doute, un visage, et il m'observait directement. Ce n'était pas humain. Les proportions étaient fondamentalement fausses. Trop larges au niveau des pommettes, trop plat dans le plan facial, avec une arcade sourcilière prononcée qui saillait au-dessus d'yeux profondément enfoncés. Le nez était large et écrasé, mais il n'avait pas l'apparence caractéristique des grands singes. Quelque chose d'intermédiaire, quelque chose qui violait toutes les catégories taxonomiques que je connaissais, et c'était massif. Même partiellement dissimulé dans le sous-bois, je pouvais discerner que cette créature était énorme. La tête seule dépassait les proportions humaines d'un facteur de 2 ou plus. Nous avons maintenu un contact visuel pendant peut-être 5 secondes. 5 secondes qui ont semblé durer 5 heures. Ses yeux, sombres et profondément intelligents, évaluateurs, se sont verrouillés sur les miens avec une intensité qui a fait se contracter ma peau involontairement. Puis il s'est levé. La végétation qui le dissimulait partiellement a été soudainement écartée alors qu'il se dressait de toute sa hauteur. 2,40 m au minimum, peut-être plus proche de 2,70 m, couvert d'une fourrure brun-noir foncé qui paraissait emmêlée et rêche. Les épaules étaient extraordinairement larges, peut-être 1,20 m de diamètre. Les bras étaient disproportionnellement longs, s'étendant bien au-delà de l'endroit où se termineraient les genoux d'un humain. La poitrine était en forme de tonneau, massivement musclée. Il a ouvert la bouche et a produit un son qui m'a glacé le sang. Une vocalisation qui était à la fois un rugissement et quelque chose de troublantement humain, agressif et territorial. Je n'ai pas eu de pensée consciente. Une pure réponse réflexe a pris le dessus. J'ai clipsé et j'ai commencé à pédaler. Les premiers coups de pédale semblaient se produire au ralenti, mes jambes faisant tourner les manivelles à travers une résistance visqueuse, tandis que mon cerveau leur hurlait d'accélérer. Derrière moi, cette vocalisation s'est répétée, suivie du son indubitable de quelque chose de grand, s'écrasant à travers la forêt parallèlement au sentier. Il me poursuivait. Mes instincts de compétiteur se sont réactivés. Position du corps vers l'avant, poids centré, les yeux balayant le sentier devant moi pour trouver la ligne la plus rapide à travers les obstacles à venir. Le vélo a accéléré sous moi, la suspension se comprimant alors que je passais en force une section de racines exposées. 40 km/h, 50. 55. Vitesse insuffisante. Je pouvais l'entendre maintenir l'allure sur ma gauche, à peut-être 30 mètres dans la forêt. Des arbres et un sous-bois qui nécessiteraient une navigation prudente à pied. Cette chose se contentait de tout défoncer sur son passage, les branches craquant, des bruits de pas lourds que je pouvais sentir se transmettre à travers le sol, même en roulant. Le sentier plongeait dans une pente raide, une section que j'avais conçue pour une prise de vitesse maximale. La gravité est devenue mon allié 65 km/h, 75. Mes mains agrippaient le guidon avec une telle force que mes jointures étaient blanches à l'intérieur de mes gants. La caméra Sony sur mon casque capturait tout. Le sentier se précipitant vers moi, la forêt floue de chaque côté, et occasionnellement, lorsque je jetais un coup d'œil à gauche, des aperçus de fourrures sombres se déplaçant à travers les arbres.
Une section de racines approchait rapidement. Pas le temps pour la finesse ou la sélection de trajectoire. Je l'ai frappé à pleine vitesse, le vélo se cabrant violemment sous moi. Mon corps s'est soulevé de la selle, les jambes absorbant les impacts genoux pliés, les bras souples pour permettre au guidon de bouger indépendamment. Une seule erreur de calcul à cette vitesse signifiait une collision catastrophique avec des objets immobiles. J'ai réussi à passer. Le sentier virait à gauche, un virage relevé que j'avais passé 3 jours à construire et à peaufiner. Je me suis penché agressivement dedans, faisant confiance à la traction, maintenant une vitesse maximale dans le virage. Les forces G m'ont plaqué sur le vélo. Pendant un instant, les bruits de la poursuite se sont estompés, puis le sentier s'est redressé et je l'ai entendu à nouveau, plus proche maintenant. Il avait coupé à travers l'intérieur de ma courbe pendant que je suivais l'arc du sentier. Il apprenait le tracé, anticipait ma trajectoire intelligent. Cette chose était intelligente. « Allez, allez !» ai-je marmonné entre mes dents serrées, pédalant à fond sur une section plus plate. Mes poumons me brûlaient, mon rythme cardiaque était dans le rouge. Ce n'était pas une course rythmée où l'on conserve son énergie stratégiquement. C'était une vitesse de sprint maximale, sans se soucier de la durabilité. Soit je m'échappais, soit je ne m'échappais pas. Pas de résultat intermédiaire. Le sentier a de nouveau plongé, plus raide cette fois, une section que j'avais surnommée « le faiseur de veuves » dans mes notes, une pente à 45 degrés qui aurait obligé la plupart des pilotes à moduler soigneusement leur freinage. J'ai lâché les freins, laissant le vélo filer, utilisant chaque centimètre de la largeur du sentier, trouvant la ligne la plus lisse à travers le chaos de rochers, de racines et de terre meuble. 90 km/h, 100. À cette vitesse, une erreur signifiait au minimum une blessure grave, au maximum la mort. Mais l'alternative, être rattrapé par cette chose, n'était pas quelque chose que j'étais prêt à envisager. Derrière moi, les bruits de fracas avaient cessé. Pendant un bref instant, j'ai pensé que je l'avais peut-être distancé. Peut-être qu'il ne pouvait pas soutenir cette vitesse. Puis, je l'ai vu devant moi. D'une manière ou d'une autre, il était passé devant moi, à une 60aine de mètres sur le sentier, se tenant directement au milieu du chemin. Cette carcasse massive, bloquant complètement ma route. Ses bras étaient écartés, se faisant paraître encore plus grands, me rabattant. Pas le temps pour une prise de décision consciente. Pur instinct. J'ai viré brusquement à gauche, abandonnant complètement le sentier, plongeant dans la forêt vierge à 70 km/h, des fougères et des buissons de salal fouettaient mes jambes et mon torse. Une branche a accroché mon épaule gauche, me faisant pivoter partiellement sur le côté. J'ai failli perdre le contrôle, le vélo dérapant sous moi. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai maintenu ma position verticale, maintenu mon élan vers l'avant. J'étais hors piste maintenant, dans une forêt non modifiée, sans chemin clair. C'était de la folie. C'est comme ça qu'on détruit du matériel coûteux ou qu'on subit des blessures mortelles, ou les deux. Mais je n'avais pas d'alternative. La créature a de nouveau rugi, si près que j'ai senti le son vibrer dans ma cage thoracique. Elle était juste derrière moi, peut-être à 8 mètres. Je me suis faufilé entre les arbres, le vélo répondant à des commandes microscopiques de mes mains et de mon corps. Des années de pratique sur des terrains techniques étaient le seul facteur qui me maintenait en vie. Un espace entre 2 tuyas géants, à peine plus large que mon guidon. Je me suis glissé à travers sans contact, l'écorce éraflant mes jointures des 2 côtés, un tronc d'arbre abattu devant, d'environ 1 mètre de haut. Pas le temps de dévier. Je l'ai heurté de front, soulevant la roue, avant par-dessus, puis faisant sauter la roue arrière. J'ai franchi l'obstacle, atterrissant durement de l'autre côté. La suspension du vélo a talonné avec un impact métallique qui s'est répercuté dans le cadre. La créature a simplement sauté par-dessus l'obstacle d'un seul mouvement fluide. Je l'ai aperçu en jetant un coup d'œil en arrière. Cette chose énorme naviguant par-dessus un obstacle qui mettrait au défi un grimpeur humain, atterrissant sans rompre sa foulée.
Mon pneu avant a heurté une racine cachée et le vélo a tenté de me projeter. J'ai lutté, maintenu ma position, continué d'avancer. Une branche a accroché la caméra Sony, manquant de l'arracher de mon casque, le support a tenu, mais la caméra a pivoté, pointant maintenant sur le côté au lieu de l'avant. Devant, j'ai vu une trouée dans les arbres. Plus de lumière. Le sentier. J'avais d'une manière ou d'une autre fait une boucle ou retrouvé l'endroit où il tournait. Peu importe. J'ai visé, suis sorti du sous-bois en trombe pour revenir sur le chemin conçu. Le vélo semblait bizarre. Quelque chose avait été endommagé dans cette excursion hors piste. La suspension arrière produisait un cliquetis qu'elle n'avait jamais fait auparavant, pas le temps d'évaluer les dégâts, juste continuer à pédaler. Cette section comportait une série de sauts de type table que j'avais construits, 3 sauts consécutifs, chacun progressivement plus grand. Je les avais conçus pour offrir aux pilotes expérimentés des expériences aériennes contrôlées. Maintenant, c'étaient des obstacles qui pouvaient me sauver ou me tuer. Le premier saut approchait rapidement. Je l'ai abordé à 80 km/h. Bien plus vite que les spécifications de conception, le vélo s'est envolé. Volant dans les airs sur environ 9 mètres, j'ai maintenu une position corporelle centrée, tiré légèrement sur le guidon pour stabiliser le vélo pour l'atterrissage. J'ai touché la partie descendante de la rampe d'atterrissage, la suspension absorbant l'impact. Deuxième saut plus grand, je l'ai abordé à la même vitesse et volé encore plus loin. Pendant un instant, j'étais en apesanteur, volant, la forêt défilant sous moi. Atterrissage dur mais propre. Derrière moi, j'ai entendu la créature aborder le premier saut, mais elle ne sautait pas. Elle courait dessus, ses longues jambes couvrant la distance, à peine affectée par l'élément de terrain qui m'avait envoyé dans les airs. Troisième saut, le plus grand. Une lèvre de 2 mètres, avec un espace approchant les 15 mètres si l'on maintenait une vitesse suffisante. Je l'avais conçu avec un itinéraire alternatif, une échappatoire pour les pilotes moins confiants. Pas le choix pour moi. J'étais engagé sur la ligne principale, j'ai heurté la lèvre et j'ai volé. La sensation était surréaliste, un silence complet à l'exception du bruit du vent, mon vélo et mon corps naviguant dans les airs, la forêt s'effaçant sous moi. La caméra Sony, maintenant tournée sur le côté, sur mon casque, capturait le sol défilant en dessous sous un angle désorientant. J'ai franchi l'espace facilement, avec trop de vitesse même, et j'ai atterri loin sur la réception. L'impact a été brutal, les 2 roues touchant simultanément au lieu de l'atterrissage préféré roue avant d'abord. Mes dents ont claqué à l'intérieur de mon casque. La suspension arrière a refait ce cliquetis plus fort maintenant, plus inquiétant. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir comment la créature avait négocié le saut. Je ne voulais pas savoir. J'ai juste gardé le regard fixé vers l'avant, cherchant la prochaine section du sentier. Un pierrier approchait, plus grand que celui du début du sentier. Des blocs de granit de la taille d'un réfrigérateur, nécessitant une navigation précise. Je connaissais la ligne. Je l'avais balisée moi-même, l'avais parcourue plusieurs fois lors de la conception. Côté gauche du premier rocher, passage étroit entre le 2e et le 3e, virage serré à droite autour du 4e. J'ai exécuté la ligne à pleine vitesse, le vélo dansant entre les obstacles avec une marge minimale. Mes roues trouvaient de l'adhérence là où il ne devrait pas y en avoir, mes transferts de poids parfaitement synchronisés. C'est pour cela que 2 décennies de pratique m'avaient entraîné, passé sans encombre. Derrière moi, j'ai entendu la créature heurter le pierrier, mais pas en naviguant autour des rochers, en passant à travers, par-dessus. Le son de son passage ressemblait à une petite avalanche, des rochers se déplaçant et dégringolant. La suspension arrière de mon vélo était définitivement compromise maintenant, le cliquetis avait évolué en grincement, et je pouvais sentir que l'arrière ne suivait plus correctement. Chaque racine et chaque rocher envoyaient des impacts secs directement dans ma colonne vertébrale que la suspension aurait dû absorber. Le sentier s'ouvrait sur une section rapide, une ancienne route forestière que j'avais intégrée au design large, lisse,
droite sur peut-être 150 mètres avant de replonger dans une forêt dense. C'était là que les pilotes pouvaient relâcher leur prise, laisser le vélo filer, récupérer brièvement. Je l'ai utilisé pour vérifier derrière moi. La créature était à environ 40 mètres derrière, galopant à quatre pattes maintenant, ou plus précisément sur ses phalanges et ses pieds, comme un gorille. À cette allure, elle maintenait toujours ma vitesse. Je roulais à 70 km/h à vélo, et cette chose tenait le rythme impossible. C'était physiquement impossible. Le sentier replongeait dans une forêt dense, une section que j'avais appelée le slalom. Des virages serrés et étroits, des arbres proches des deux côtés. Je l'avais conçu pour mettre au défi les compétences de pilotage à des vitesses modérées. Je l'ai abordé à 80. Un pur instinct de survie me guidait. Virage à gauche si serré que ma pédale a failli heurter un tronc d'arbre. Virage à droite immédiat, encore plus serré. Une section de chicane où j'ai dû transférer mon poids à gauche, à droite, à gauche, en succession rapide. Mes pneus étaient à la limite absolue d'adhérence, glissant dans les virages, trouvant miraculeusement de l'accroche. Les arbres étaient trop rapprochés pour que la créature maintienne sa vitesse. Je pouvais l'entendre derrière moi, plus lente maintenant, obligée de naviguer autour des obstacles au lieu de les traverser en force. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je créais de la distance. Le slalom se terminait par une autre descente raide et ma suspension arrière endommagée a finalement cédé complètement. J'ai entendu un claquement métallique et soudain, l'arrière du vélo est devenu lâche, flottant, plus du tout contrôlé. J'avais cassé quelque chose de critique. À ces vitesses, sur ce terrain, une défaillance mécanique était catastrophique. Mais s'arrêter était tout aussi catastrophique. Alors, j'ai continué à rouler. Le sentier devant comportait un pont en bois que j'avais construit moi-même, enjambant un ruisseau de 6 mètres de large. Le pont était solide, conçu pour supporter le poids et l'impact des vélos atterrissant dessus après un petit saut qui le précédait. J'ai pris le saut, volé dans les airs, atterri sur le pont. Le bois a résonné sous mon impact. Ma suspension arrière endommagée a talonné complètement, le pneu touchant même le dessous de la selle. J'ai traversé et continué, mais je sentais que le vélo était en train de mourir sous moi. L'arrière maintenait à peine son intégrité structurelle. Derrière moi, j'ai entendu la créature atteindre le pont. J'ai entendu le bois gémir et craquer sous un poids pour lequel il n'avait jamais été conçu. Le bruit du bois qui se fend. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, juste à temps pour voir la créature debout, de l'autre côté du ruisseau. Le pont ne s'était pas entièrement effondré, mais il avait subi suffisamment de dommages pour que la créature ne lui fasse plus confiance. Elle se tenait là, la poitrine haletante, me regardant m'éloigner. Nos regards se sont croisés un instant à distance, ses yeux sombres et intelligents, et je jurerais y avoir décelé quelque chose. Pas de la rage ou de la faim, autre chose, de la reconnaissance peut-être, du respect. Puis j'ai pris un virage et elle a disparu de ma vue. J'ai continué à rouler, m'attendant à ce que la poursuite reprenne, mais elle n'est pas revenue. La forêt était silencieuse, à l'exception de mon vélo, de ma respiration et de mon cœur qui martelait contre mes côtes. Je m'étais échappé, pour l'instant. Je n'ai pas réduit ma vitesse pendant encore 2 bons kilomètres. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Chaque ombre ressemblait à cette forme massive. Chaque son était une autre créature s'écrasant à travers le sous-bois. Mon corps était inondé d'adrénaline, fonctionnant en pur mode de survie, et il refusait d'accepter que le danger immédiat était passé. Quand j'ai finalement ralenti, ce n'était pas par choix. Ma roue arrière s'est bloquée complètement. Le grincement qui s'était progressivement aggravé est soudainement devenu un crissement de métal contre métal, et le pneu arrière a cessé de tourner entièrement. J'ai serré les 2 freins à fond, l'élan m'emportant vers l'avant dans un dérapage qui a laissé une marque noire sur le sentier de terre. Le vélo a fait une embardée, tentant de me projeter, mais j'ai réussi à déclipser et à poser un pied avant de perdre complètement le contrôle. Je suis resté là un moment,
à cheval sur le vélo, respirant si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Mes jambes tremblaient, mes mains étaient prises de crampes. À force d'avoir agrippé le guidon si longtemps, je sentais mon pouls battre dans mes tempes, mon cou derrière mes yeux. Lentement, prudemment, j'ai regardé en arrière. En amont du sentier, rien. Aucun mouvement, aucun bruit de poursuite. Je m'étais réellement échappé. La prise de conscience m'a frappé et mes genoux ont presque fléchi. Je me suis appuyé lourdement sur le vélo, le laissant supporter mon poids. Un rire a bouillonné dans ma poitrine, mais il est sorti sonnant à moitié comme un sanglot. Le choc, probablement, ou le début d'un effondrement psychologique complet, difficile de faire la différence. « Ok », ai-je dit à voix haute, la voix instable. « Ok, tu es en vie, ça va. Évalue le vélo. » Je me suis agenouillé pour examiner la suspension arrière. Le diagnostic était sombre. La biellette reliant le triangle arrière au cadre principal s'était complètement cisaillée. L'un des boulons s'était fracturé, probablement à cause de l'impact lorsque j'avais atterri de ce grand saut, et la contrainte continue avait achevé la rupture. La roue arrière était maintenant coincée en biais, rendant toute rotation impossible. Ce vélo n'irait nulle part par ses propres moyens. J'ai sorti le tuyau de mon sac d'hydratation et j'ai bu une longue gorgée d'eau. Ma bouche était sèche comme le désert, ma gorge irritée par la respiration laborieuse. L'eau a aidé, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'environ 4 litres d'eau et d'un endroit sûr pour m'effondrer pendant plusieurs heures. J'ai vérifié ma montre. Il était 13h35. J'étais sur le sentier depuis moins de 3 heures au total, bien que j'ai eu l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis le début de cette sortie. Mon F-150 était garé au bas du sentier, à environ 6,5 km par la piste. Mais avec un vélo cassé, autant dire 70 km, je devrais marcher, en poussant un vélo de 20 kg avec une roue arrière, bloquée sur un terrain déjà difficile à parcourir à vélo, où je pouvais cacher le vélo et partir à pied, puis revenir le chercher plus tard avec mon pick-up. J'ai de nouveau regardé en amont du sentier, m'attendant à moitié à voir cette forme massive dévaler vers moi. Toujours rien. Mais l'idée de laisser mon vélo à 6 000 $ seul dans la forêt me mettait mal à l'aise. De plus, j'aurais besoin du vélo comme preuve. Les dommages qu'il avait subis, combinés aux images vidéo de la caméra Sony, aideraient à établir ma crédibilité, la caméra. Bon sang, la caméra avait enregistré tout ce temps. J'ai levé la main et senti le support sur mon casque. La caméra était toujours là, tordue dans un angle bizarre depuis que cette branche l'avait accrochée. Mais le voyant rouge d'enregistrement était toujours allumé. Elle avait tout capturé. La rencontre initiale, la poursuite, les sauts, tout. Une preuve. J'avais la preuve que Bigfoot était réel. Cette pensée aurait dû générer de l'excitation, de la validation, une forme de revanche. Au lieu de cela, je me sentais juste nauséeux. Parce que la preuve signifiait revivre ça. Signifiait expliquer aux gens ce qui s'était passé. Signifiait admettre que j'avais été pourchassé le long d'une montagne par une créature qui n'était pas censée exister. J'ai redressé la caméra du mieux que j'ai pu et je l'ai éteinte. La cassette mini DV contenait beaucoup d'images, plus cassées. « Allez, Marcus », me suis-je marmonné. « Il est temps de foutre le camp d'ici. » J'ai commencé à pousser le vélo le long du sentier. La roue arrière bloquée traînait, créant un bruit de raclement constant qui me crispait les dents. Tous les 3 mètres environ, je devais soulever l'arrière et le repositionner. C'était un travail épuisant et mes réserves d'énergie déjà faibles s'épuisaient rapidement. Le sentier ici était moins raide, une descente progressive à travers une forêt ancienne. Dans des circonstances normales, ce serait un terrain magnifique à parcourir, des virages fluides, des éléments naturels, le genre de paysage qui vous rappelle pourquoi vous aimez le VTT. Maintenant, c'était juste un parcours d'obstacles que je devais naviguer tout en poussant du matériel cassé et en jetant constamment des coups d'œil par-dessus mon épaule. J'avais progressé d'environ 500 mètres quand je les ai entendus. Des vocalisations venant de plusieurs directions. Pas comme le rugissement que j'avais entendu de la première créature.
Celle-ci était de plus basse fréquence, plus complexe. Une série de ululements, de grognements et de ce qui ressemblait presque à des sifflements modulés, et ils se répondaient. Un appel en amont sur ma droite, une réponse en aval sur ma gauche, un troisième de quelque part derrière moi. Ils se coordonnaient, communiquaient. Il y en avait plus d'un et ils m'encerclaient. J'ai abandonné le vélo immédiatement. Je l'ai juste laissé tomber sur le sentier. J'ai détaché mon sac d'hydratation et attrapé l'essentiel. L'eau, la radio bidirectionnelle, mon multi-outil et la caméra Sony que j'ai arrachée du support de casque. J'ai fourré la caméra dans le compartiment principal du sac. Je ne laisserai pas ça derrière moi, quelles que soient les circonstances. Les appels sont revenus plus proches maintenant. Je pouvais entendre du mouvement dans la forêt, de multiples sources se rapprochant de différentes directions. J'ai commencé à courir, pas le long du sentier. C'est ce qu'ils anticiperaient. Au lieu de cela, j'ai coupé brusquement à droite, droit dans la forêt, perpendiculairement au sentier. S'ils me rabattaient, je devais briser leur schéma, aller quelque part où ils ne s'y attendraient pas. La forêt ici était dense, avec des fougères épais et des mahonias, le sous-bois s'accrochant à mes jambes à chaque pas. Je ne portais pas de chaussures de randonnée, juste mes chaussures de VTT 510, conçues pour pédaler, pas pour courir. Les semelles rigides et les supports de cale rendaient la course sur un terrain accidenté, maladroite et douloureuse. Derrière moi, j'ai entendu quelque chose de grand se déplacer dans la forêt, n'essayant pas d'être discret, juste s'écrasant à travers, réduisant la distance. J'ai esquivé un cèdre massif, sauté par-dessus un tronc abattu. J'ai continué à avancer. Mes chaussures de vélo ont glissé sur de la mousse humide recouvrant un rocher et je suis tombé lourdement, me rattrapant sur les mains. Une douleur fulgurante a traversé mon poignet gauche, probablement une entorse. Peu importe. Je me suis relevé, j'ai continué. Une pente raide s'ouvrait devant moi. Pas une falaise, mais presque. Peut-être 35 degrés, couverte de terre meuble et d'aiguilles de pin. Je n'ai pas ralenti, j'ai juste laissé la gravité m'emporter, à moitié courant, à moitié glissant le long de la pente. J'ai complètement perdu pied, à mi-chemin, et j'ai dévalé, le monde tournoyant. Le cadre en plastique dur du sac d'hydratation m'a percuté les côtes. J'ai atterri en tas en bas, le souffle coupé. J'ai senti le goût du sang. J'ai dû me mordre la langue pendant la chute. Mon poignet gauche me lançait maintenant. C'était certainement plus qu'une entorse. Au-dessus de moi, en haut de la pente, une silhouette est apparue, se découpant sur le ciel, massive et sombre. Elle m'a regardé, inclinant la tête dans ce geste troublantement humain que j'avais déjà observé, puis elle a commencé à descendre la pente, pas en glissant ou en dévalant comme moi. Elle est descendue de manière contrôlée, choisissant ses appuis avec soin, utilisant ses longs bras pour s'équilibrer. Le mouvement était gracieux malgré sa taille. Entraîné. Cette chose connaissait ces forêts infiniment mieux que moi. Je me suis relevé en vitesse et j'ai couru. Mon poignet gauche ne pouvait supporter aucun poids. Alors j'ai gardé ce bras replié contre mon corps en me déplaçant. Le terrain ici était plus plat, marécageux. Mes pieds éclaboussaient l'eau stagnante, cachée sous des couches de choux puants et d'herbes des marais. Devant, je pouvais voir plus de lumière, filtrée à travers les arbres. Une clairière peut-être, ou une prairie. Un terrain découvert était dangereux. Je serais visible, exposé, mais rester dans la forêt avec ces choses était un suicide. Je suis sorti de la lisière des arbres pour déboucher dans une prairie naturelle, peut-être un hectare de prairie ouverte entourée de forêt. L'herbe était haute jusqu'à la taille, montée en graines, dorée sous le soleil de l'après-midi. La traversée laisserait une trace évidente, un chemin que ces choses pourraient suivre facilement. Pas le choix. J'ai plongé dans l'herbe et j'ai couru. À mi-chemin de la prairie, je les ai entendus émerger de la lisière des arbres derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne voulais pas savoir combien ils étaient, à quelle distance ils se trouvaient. Je me suis juste concentré sur la lisière opposée, sur l'atteinte d'un abri, sur la survie des 90 prochaines secondes.
Mes poumons étaient en feu, mon poignet blessé palpitait à chaque pas secouant. Mes jambes semblaient être de plomb, répondant à peine aux commandes. Je n'étais plus un jeune homme, 51 ans. Et bien que je sois en forme raisonnable grâce au VTT, je n'étais pas bâti pour ce genre de fuite prolongée. La lisière des arbres était à 12 mètres d'X, 6, 3. J'ai fait irruption dans la forêt de l'autre côté de la prairie et j'ai immédiatement plongé derrière un tronc abattu, me plaquant au sol. Ma respiration était si forte que j'étais certain qu'il l'entendrait de l'autre côté de la prairie. J'ai plaqué ma main valide sur ma bouche, essayant d'étouffer le son à travers une fente dans l'écorce pourrie du tronc. Je pouvais voir de l'autre côté de la prairie. 3 d'entre eux avaient émergé de la forêt. Le plus grand, celui que j'avais rencontré en premier, j'en étais certain, mesurait au moins 2,50 m. Les 2 autres étaient plus petits, peut-être 2,30 m et 2,15 m, mais plus petits étaient relatifs. Tous les 3 étaient massifs, puissants, se déplaçant avec une intention coordonnée. Ils se tenaient à la lisière de la prairie, regardant le chemin que j'avais laissé dans l'herbe. Le plus grand a émis une vocalisation, cette série complexe de sons que j'avais entendus plus tôt. L'un des autres a répondu. Il parlait de moi, de l'endroit où j'étais allé. Le plus grand a pointé directement vers l'endroit où je me cachais. Mon cœur s'est arrêté. Ils savaient exactement où j'étais. Mais ils n'ont pas poursuivi. Au lieu de cela, le plus grand a émis une autre vocalisation. Puis tous les 3 se sont retournés et sont repartis dans la forêt d'où ils étaient sortis. En quelques secondes, ils avaient disparu, ne laissant que l'herbe ondulante pour marquer leur présence. Je suis resté allongé derrière ce tronc pendant 15 bonnes minutes, sans bouger, respirant à peine, attendant que le piège se referme. Ce devait être une ruse. Il faisait le tour, coupant les voies de fuite, se positionnant pour une embuscade. Mais rien ne s'est passé. La forêt autour de moi a progressivement repris vie. Les oiseaux se sont remis à chanter. Un écureuil jacassait quelque part au-dessus. Le silence oppressant qui marquait leur présence s'était levé. Ils étaient partis. Vraiment partis. Pourquoi ? La question me consumait alors que je me forçais enfin à bouger, à me relever de derrière le tronc. Ils m'avaient tué. J'étais épuisé, blessé, désorienté. Ils auraient pu mettre fin à cette poursuite quand ils le voulaient, mais ils avaient choisi de ne pas le faire. De la même manière que le premier avait choisi de ne pas me rattraper alors qu'il le pouvait clairement. La manière dont ils m'avaient rabattu au lieu d'attaquer. La manière dont ils avaient communiqué s'était coordonnée, mais n'avaient jamais porté le coup de grâce. Ils n'essayaient pas de me tuer. Ils essayaient de... Quoi ? Me chasser ? M'avertir ? Me tenir à l'écart d'un territoire? Je n'avais pas de réponse, juste plus de questions et une certitude grandissante que tout ce que je pensais comprendre du monde naturel était fondamentalement faux. J'ai sorti ma radio bidirectionnelle et l'ai allumée. Des grésillements, mais en dessous, je pouvais entendre de faibles voix. J'étais à la limite de la portée de la radio, mais je pourrais peut-être joindre quelqu'un. Ici, Marcus Vance, ai-je dit dans la radio, la voix brisée. Je suis sur le réseau de sentiers de Gifford Pinchot, à environ 6 km au nord-est du départ du sentier de Carson Ridge. J'ai besoin d'aide. Je répète, j'ai besoin d'aide. Mon vélo est hors d'usage et je suis blessé. Quelqu'un m'entend? Grésillement. Puis, faiblement. Reçu Vance. Confirmé position. Je suis à 6 km au nord-est de Carson Ridge, ai-je répété. Poignet blessé, possiblement fracturé, mon VTT est abandonné sur le sentier avec une défaillance catastrophique de la suspension arrière. J'ai besoin d'aide pour sortir. Plus de grésillement, puis reçu Vance. Garde forestier en route. Maintenez position. Marquez l'emplacement. Le signal se coupait, mais le message était clair. L'aide arrivait. Je devais juste rester en vie assez longtemps pour qu'elle arrive. J'ai trouvé un endroit relativement dégagé où je pourrais être vu d'en haut s'ils envoyaient un hélicoptère. Bien que j'en doute pour quelque chose comme ça, plus probablement, ils enverraient des gardes forestiers à pied ou en quad. Et j'ai attendu
observant la lisière de la forêt, me demandant si ces créatures m'observaient aussi. L'attente était une agonie. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles, chaque ombre qui bougeait dans ma vision périphérique faisait grimper mon rythme cardiaque. Je me suis assis le dos contre un grand sapin de Douglas, mon poignet blessé calé contre ma poitrine, la radio bidirectionnelle dans ma main valide, les yeux balayant constamment la forêt autour de moi. Je vérifiais ma montre de manière obsessionnelle. 14h15, 14h30, 14h45. Combien de temps fallait-il pour parcourir 6 kilomètres à pied ? Même sur un terrain accidenté, des gardes forestiers expérimentés devraient pouvoir couvrir ça en moins de 90 minutes. Mais chaque minute semblait en durer 10. À 14h57, j'ai entendu des voix humaines. Le plus beau son imaginable. Vance, Marcus Vance, une voix d'homme appelant de quelque part en bas du sentier. « Ici !» ai-je crié en retour, la voix se brisant. « Je suis ici, hors du sentier à environ 50 mètres à l'est. » 2 gardes forestiers ont émergé de la lisière des arbres quelques minutes plus tard. Le premier était un homme d'une quarantaine d'années, mince et buriné, avec des cheveux grisonnants attachés en queue de cheval. Son badge indiquait Thompson. La seconde était une femme plus jeune, peut-être 30 ans, avec des cheveux blonds en tresse. Son badge disait Rodriguez. « Monsieur Vance ?» a demandé Thompson, s'approchant avec sa trousse de premier secours déjà ouverte. « On a reçu votre appel. Quel est votre état ?»« Poignet gauche », ai-je dit en le tendant. Il avait presque doublé de volume et prenait une vilaine couleur violet-noir, probablement fracturée. Quelques éraflures et contusions, mais je peux marcher. « Que s'est-il passé ?» a demandé Rodriguez, sortant une bouteille d'eau et me la tendant. « Votre message radio disait que votre vélo était hors d'usage. » J'ai bu une longue gorgée, m'achetant quelques secondes pour réfléchir. Qu'allais-je leur dire? La vérité? Que j'avais été pourchassé le long d'une montagne par une famille de Bigfoot? Ils me prendraient pour un fou. Pire, ils penseraient que je mentais pour couvrir ma propre incompétence, allant trop vite, chutant, cassant mon vélo et mon poignet, puis inventant une histoire pour éviter l'embarras. Je testais une piste que j'ai conçue, ai-je dit prudemment. J'ai rencontré quelque chose sur le sentier, quelque chose de grand. Ça m'a fait peur et je suis sorti de la piste, j'ai forcé pour m'éloigner. J'ai cassé ma biellette de suspension arrière, j'ai chuté et je me suis blessé au poignet. Quelque chose de grand ? A répété Thompson, examinant mon poignet avec une efficacité experte. Il était doux, mais même un léger contact envoyait des décharges de douleur dans mon bras. Un ours ? Un cougar ? Je ne suis pas sûr de ce que c'était, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Je n'étais pas sûr de ce qu'ils étaient au-delà de la catégorie générale de « ne devrait pas exister ». Rodriguez me regardait avec cette expression que j'avais déjà vue, celle qui disait qu'elle pensait que j'étais un citadin qui avait paniqué en voyant un ours noir. « Votre vélo est toujours sur le sentier ?» a demandé Thompson, en roulant mon poignet dans un bandage élastique de sa trousse. « On devrait le récupérer en sortant. »« Oui, à environ 500 mètres en amont d'ici, » ai-je dit. « J'ai dû l'abandonner quand la roue arrière s'est complètement bloquée. »« D'accord. Rodriguez va chercher le vélo. Je vais vous aider à retourner au départ du sentier. On a un véhicule là-bas. On vous emmènera à l'hôpital général de Skamania pour des radios de ce poignet. » Thompson s'est levé et m'a offert sa main valide. Je l'ai laissé m'aider à me relever, mes jambes protestant après être resté assis si longtemps. Tout me faisait mal. Mon poignet par-dessus tout, mais aussi mes côtes de cette dégringolade sur la pente, mes jambes de l'effort soutenu de la poursuite, mes épaules d'avoir agrippé le guidon dans une prise mortelle pendant des kilomètres. Rodriguez est parti en amont du sentier pour récupérer mon vélo, tandis que Thompson et moi commencions la lente marche de retour vers la civilisation. Il a maintenu un flot constant de questions. Avais-je des vertiges, des nausées, des troubles de la vision, un engourdissement ou des picotements dans les extrémités? Protocole standard pour les commotions cérébrales. J'ai répondu à tout honnêtement.
Pas de commotion, juste de l'épuisement et la blessure au poignet. Vous avez de la chance, a-t-il dit après un moment. Ces forêts peuvent être dangereuses, surtout quand on est seul. On reçoit de nombreux appels de vététistes qui se surestiment. Oui, ai-je dit doucement, de la chance. Nous avons marché en silence pendant quelques minutes. Le sentier ici était la section que j'avais conçue comme une descente progressive, facile à parcourir à pied. Dans d'autres circonstances, je l'analyserais, pensant à des raffinements et des améliorations. Maintenant, je me contentais de mettre un pied devant l'autre et d'essayer de ne pas penser à ce qui m'avait pourchassé sur ce même sentier quelques heures plus tôt. Thompson, ai-je dit soudainement. Vous avez déjà entendu parler d'observations de Bigfoot dans cette région? Il m'a jeté un coup d'œil et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas du dédain ou de la moquerie. Autre chose, de la prudence peut-être. Pourquoi demandez-vous ça? Simple curiosité. C'est le pays de Bigfoot, non? Les histoires. Il y a des histoires partout dans le nord-ouest Pacifique, a-t-il dit prudemment. La plupart ne sont que ça, des histoires. Les gens voient un ours debout, ou une personne en costume, ou des ombres, et de la lumière créant des illusions. Leur imagination fait le reste. Mais certaines ne sont pas que des histoires, ai-je insisté. Certaines personnes voient vraiment quelque chose. Thompson s'est arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face. Son expression était sérieuse maintenant, son masque professionnel se fissurant légèrement. « Monsieur Vance, avez-vous vu quelque chose là-dehors? Quelque chose de spécifique ?» J'ai hésité. C'était le moment. Je pouvais lui dire la vérité, lui montrer les images vidéo, le rendre officiel, ou je pouvais me taire, digérer ça en privé. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas pu identifier, ai-je finalement dit. Quelque chose de grand et de sombre se déplaçant dans la forêt parallèlement au sentier. Ça m'a fait peur et j'ai pris de mauvaises décisions en conséquence. Il a étudié mon visage pendant un long moment, comme s'il essayait de déterminer si je disais la vérité ou si je dissimulais quelque chose. « Si vous avez vu quelque chose d'inhabituel, a-t-il dit doucement, vous ne seriez pas le premier. On reçoit des signalements. Pas fréquemment, mais assez régulièrement pour qu'on les prenne au sérieux. La plupart des gardes forestiers qui ont travaillé dans ces forêts pendant une durée significative ont des histoires, des choses qu'ils ont vues ou entendues qui ne correspondent pas aux catégories de la faune standard. « Vous avez des histoires ?» ai-je demandé. Une autre pause. Puis, il y a 5 ans, je faisais une patrouille en solo près de Dark Divide. C'était tôt le matin, juste après l'aube. J'ai trouvé des traces. Des empreintes de pieds nus, mais énormes, facilement 45 cm de long. La longueur de la foulée était de plus de 2 mètres. Je les ai suivies sur peut-être 500 mètres avant qu'elles ne montent une pente trop raide pour que je puisse la gravir seul en toute sécurité. Qu'est-ce que vous avez pensé que c'était? Je ne sais pas, a-t-il dit. Et c'est aussi la réponse officielle. Inconnu. On les a documentés, pris des photos et des mesures, déposé un rapport. Rien n'en est sorti, mais je sais ce que j'ai vu. Ce n'étaient pas des traces d'ours, ce n'étaient pas des traces humaines, c'était autre chose. Nous avons repris la marche, tous deux perdus dans nos pensées. C'était étrangement réconfortant de savoir que je n'étais pas seul dans cette situation, que d'autres personnes avaient vu des choses qu'elles ne pouvaient expliquer. Rodriguez nous a rattrapés environ 25 minutes plus tard, poussant mon vélo cassé. Elle avait déjà examiné les dégâts. « Cette biellette est complètement détruite », a-t-elle dit. « Ça a dû être une sacrée chute. »« Ça l'a été », ai-je dit simplement. Le reste de la randonnée s'est déroulé sans incident. Nous avons atteint le départ du sentier vers 16h20. Mon F-150 était garé là où je l'avais laissé ce matin, à l'époque où le monde avait un sens et où Bigfoot n'était qu'un mythe. Thompson m'a aidé à monter dans le véhicule des gardes forestiers, un Chevrolet Tahoe plus récent avec le logo du service des forêts sur le côté, tandis que Rodriguez sécurisait mon vélo dans la benne du pick-up. Ils m'ont conduit pendant 50 minutes jusqu'à l'hôpital général de Skamania.
Thompson, faisant la conversation sur la région, les sentiers, l'industrie du tourisme. Une conversation normale qui semblait surréaliste après ce que j'avais vécu. À l'hôpital, les radios ont confirmé ce que nous soupçonnions tous, poignette fracturée. Fracture nette, mais nécessiterait un plâtre pendant 6 à 8 semaines. Le médecin des urgences, un homme d'une 50aine d'années, à l'air fatigué, m'a prescrit des analgésiques et m'a dit de consulter un orthopédiste. Dans une semaine, Thompson a attendu pendant que je me faisais soigner, puis m'a ramené au départ du sentier où mon pick-up était garé. Rodriguez était déjà parti, probablement de retour à ses patrouilles habituelles. « Ça va aller pour conduire ?» a demandé Thompson, alors que j'essayais maladroitement de comprendre comment manœuvrer une transmission manuelle avec mon bras gauche dans un plâtre. « Je vais me débrouiller », ai-je dit. J'ai déjà conduit avec des blessures pires. C'était vrai. Je m'étais une fois rendu à l'hôpital en voiture après une chute en course qui m'avait laissé avec une épaule démise. D'accord. Eh bien, prenez soin de vous, monsieur Vance, et peut-être tenez-vous-en à des sentiers moins isolés pendant un certain temps. Ouais, ai-je dit, peut-être. Il a commencé à s'éloigner, puis s'est retourné. Ces images que vous avez, a-t-il dit, hochant la tête vers mon sac d'hydratation où j'avais rangé la caméra Sony. Quoi qu'il y ait dessus, réfléchissez bien avant de les partager avec qui que ce soit. Une fois que c'est public, vous ne contrôlez plus ce qu'il en advient ou ce qui arrive à ce que vous avez filmé. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que j'avais des images. Je le ferai, ai-je dit. Merci pour tout. Il a hoché la tête et est retourné à son véhicule. Je l'ai regardé s'éloigner. Puis, je suis resté assis dans mon pick-up un long moment, fixant le sac d'hydratation sur le siège passager, la caméra, les images, la preuve de quelque chose d'impossible. Thompson avait raison. Les divulguer changerait tout. Pas seulement pour moi, mais pour ces créatures. Des chasseurs viendraient, des scientifiques, des cryptozoologues, des sceptiques. Tout le monde entre les deux. Ces forêts seraient envahies de gens cherchant des preuves, des trophées, cherchant à prouver ou à réfuter l'existence de quelque chose qui voulait clairement être laissé tranquille. J'ai pensé à ce moment où les trois s'étaient tenus à la lisière de la prairie, regardant directement où je me cachais, puis s'étaient retournés et étaient partis. Ils m'avaient laissé partir. Avaient-ils fait preuve de pitié ou de retenue ou de quelque chose que je ne pouvais pas entièrement comprendre? Leur devais-je la même considération? J'ai démarré le pick-up, maladroitement avec le plâtre mais gérable, et j'ai pris la direction de Vancouver. Le trajet a duré plus de 90 minutes, me donnant amplement le temps de réfléchir. Au moment où j'ai atteint mon appartement dans le quartier du Waterfront, j'avais pris ma décision, ou je pensais l'avoir prise. J'ai porté le sac d'hydratation à l'intérieur, l'ai posé sur la table de ma cuisine et l'ai fixé pendant un long moment, puis j'ai sorti la caméra Sony et l'ai connectée à mon ordinateur portable avec un câble FireWire. La cassette Mini DV avait enregistré par intermittence toute la journée, la caméra s'arrêtant et redémarrant automatiquement à mesure que la capacité de la bande se remplissait. J'ai appuyé sur lecture et j'ai regardé. Les images, c'était encore plus extraordinaire que je ne l'avais imaginé. Tremblantes, oui, et souvent pointées dans la mauvaise direction à cause de la façon dont la caméra avait été tordue sur mon casque, mais il y avait des plans clairs. La rencontre initiale, ce visage me regardant à travers le feuillage, puis se dressant de toute sa hauteur. La poursuite à travers la forêt avec de multiples aperçus d'une forme sombre et massive, maintenant le rythme le long du sentier. Le moment sur le pont où il avait cessé de poursuivre. Et enfin, les trois à la lisière de la prairie. Leur taille et leur puissance indubitables, même à distance. Ce n'étaient pas des images floues et ambiguës comme le film de Patterson-Gimlin. C'était de la vidéo haute définition, claire et moderne, avec un bon éclairage et de multiples angles. C'était la preuve. Et je n'avais aucune idée de quoi en faire. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. J'ai vérifié l'identité de l'appelant.
Mon client, le représentant du groupe de promotion qui m'avait engagé pour construire le réseau de sentiers, j'ai répondu. Marcus, c'est David. Comment s'est passée la descente test? Tu as de la bonne documentation pour nous? J'ai regardé l'image en pause sur l'écran de mon ordinateur portable, l'une de ces créatures figées en pleine foulée, son visage partiellement visible alors qu'elle se tournait vers la caméra. Oui, ai-je dit lentement, j'ai de la documentation, mais David, il faut qu'on parle du projet. Là, ça ne sent pas bon, des problèmes avec la conception de la piste? La piste est exceptionnelle, ai-je dit. Techniquement, c'est l'un de mes meilleurs travaux, mais David, je ne pense pas que vous devriez l'ouvrir au public. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu veux bien m'expliquer pourquoi? Comment expliquer ça? Comment dire à des hommes d'affaires rationnels et logiques que leur propriété abritait des créatures dont la science disait qu'elles n'existaient pas? Il y a de la faune sur votre propriété, ai-je dit prudemment, une faune sensible, rare. Ouvrir le sentier à un usage intensif pourrait les déranger, possiblement les faire fuir, ou pire. Quel genre de faune? On parle d'ours? De chouettes tachetées? Quoi? Je ne peux pas le dire précisément, mais David, crois-moi sur parole, ta propriété est spéciale. Ce qui s'y trouve doit être protégé, pas transformé en station de VTT. Une autre longue pause. Tu es sérieux? Tout à fait sérieux. D'accord, a-t-il finalement dit. Envoie-moi ce que tu as. On examinera ça et on en discutera. Mais Marcus, on a investi un capital substantiel dans ce projet. Si on l'arrête, il nous faut une justification convaincante. Tu l'auras, ai-je promis. Nous avons raccroché et je suis resté assis à fixer l'écran de l'ordinateur portable. Qu'allais-je lui envoyer? Les images, une partie, rien du tout. La chose responsable à faire serait de tout lui montrer. Le laisser prendre une décision éclairée sur sa propre propriété. Mais responsable envers qui? Envers David? Envers la science? Envers le public? Ou envers trois créatures qui avaient fait preuve de plus de retenue et d'intelligence que la plupart des humains que je connaissais? J'y ai pensé pendant un long moment, puis j'ai commencé à monter les images. J'y ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin, les yeux brûlants à force de fixer l'écran de l'ordinateur, le poignet cassé, palpitant malgré les analgésiques. Le logiciel de montage que j'utilisais était basique, Final Cut Pro 5, standard pour 2005. Mais c'était suffisant pour ce que je devais faire. J'ai créé 2 versions. La première version était pour David et le groupe de promotion. Elle montrait le sentier lui-même, les sections techniques, les sections de flow, les sauts et les pierriers. Montrait mon pilotage, la façon dont le sentier se parcourait, la beauté naturelle de la forêt, mais chaque plan qui montrait les créatures, je l'ai coupé. Chaque vocalisation que j'entendais sur la piste audio, je l'ai mise en sourdine ou couverte de musique. Ce qui restait était une vidéo de démonstration de sentier parfaitement professionnelle qui se terminait par moi disant que j'avais rencontré une faune dangereuse et recommandant l'abandon du projet. La deuxième version était complète. Tout. La rencontre initiale, la poursuite, la traque à travers la forêt, les 3 à la lisière de la prairie. Je l'ai exporté sur une nouvelle cassette mini DV, puis j'ai fait une deuxième copie numérique. L'une est allée dans un coffre-fort ignifuge que je gardais dans mon placard. L'autre, je l'ai emballée soigneusement dans une enveloppe matelassée sans adresse de retour, mais je ne l'ai envoyée nulle part, pas encore, peut-être jamais. J'avais juste besoin de savoir qu'elle existait ailleurs que dans mon appartement, une assurance peut-être, ou une preuve pour quelqu'un s'il m'arrivait quelque chose. Le soleil se levait quand j'ai finalement envoyé la version montée à David par email, compressée à 100 mégaoctets, ce qui a pris près de 90 minutes à télécharger avec ma connexion Internet par câble. Puis je me suis effondré dans mon lit et j'ai dormi 14 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, c'était le début de soirée. Mon téléphone avait 6 appels manqués, tous de David. Je l'ai rappelé. « J'ai regardé tes images », a-t-il dit sans préambule. « C'est un travail incroyable, Marcus. Cette piste a l'air phénoménale. Alors explique-moi encore pourquoi on n'avance pas. Tu as regardé la fin où je parle des préoccupations liées à la faune.
Je l'ai fait et j'apprécie ton point de vue. Mais Marcus, on a des consultants en environnement. S'il y a quelque chose sur notre propriété qui a besoin de protection, on peut s'adapter. Dévier des sections du sentier, établir des zones interdites, tout ce qu'il faut. David, tu ne peux pas t'adapter à ça. Crois-moi. Alors, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu as vu exactement là-bas? J'ai fermé les yeux, pesant mes mots avec soin. Quelque chose qui attirerait le mauvais type d'attention sur votre propriété. Le genre d'attention qui rendrait de toute façon une station de VTT impossible. Des chercheurs, des médias, des curieux. Votre terrain serait envahi. Tu parles de Bigfoot, a-t-il dit d'un ton plat. Tu es sérieusement en train de me dire que tu as vu Bigfoot sur notre propriété? Je te dis que j'ai vu quelque chose qui rendrait impossible le développement du réseau de sentiers que vous vouliez. Ce que tu choisis de croire que c'était, c'est ton affaire. Silence au bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchir. Tu as des images de ça? A-t-il finalement demandé. De cette chose que tu as vue? Un peu, ai-je admis. Pas clair, surtout des formes dans la forêt. Des sons, rien de définitif. Le mensonge est venu plus facilement que je ne l'aurais cru. Je veux les voir. Non. Marcus, on te paie pour. Vous me payez pour la conception de sentiers et des conseils. Je vous donne les deux. Mon conseil professionnel est que ce projet devrait être abandonné. Le sentier existe. Vous pouvez l'emprunter en privé si vous le souhaitez, mais l'ouvrir au public serait une erreur. Une autre longue pause. Puis, étonnamment, il a ri. Pas un rire moqueur. Autre chose. Presque soulagé. Tu sais quoi? D'accord. C'est peut-être un signe. Mes partenaires remettent ce projet en question depuis le premier jour. Ils l'appellent un investissement de vanité. Peut-être qu'ils ont raison. Il a soupiré. D'accord, Marcus. Le projet est mort. On t'enverra ton paiement final. Mais je veux que tu saches que je pense que tu es complètement fou. C'est juste, ai-je dit. Nous avons raccroché et j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Un problème de résolu. Le sentier resterait privé, essentiellement abandonné. Le groupe de promotion l'emprunterait occasionnellement, mais sans entretien. Il serait progressivement repris par la forêt. Les créatures retrouveraient leur territoire. Mais cela laissait toujours la question des images. Quoi en faire? J'ai passé les 2 semaines suivantes à récupérer, mon poignet guérissant lentement dans son plâtre. Je ne pouvais pas rouler, pas travailler, pouvais à peine fonctionner d'une seule main. Ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai regardé les images complètes des dizaines de fois, étudiant chaque image. Plus je regardais, plus je remarquais de détails. La façon dont les créatures se déplaçaient, coordonnées, déterminées, mais pas agressives. Les vocalisations qui servaient clairement de communication. Ce moment où le plus grand avait pointé vers l'endroit où je me cachais, puis s'était détourné, il ne me chassait pas. J'en étais certain maintenant. Il faisait autre chose, m'escorter, me repousser loin de quelque chose, me tester. Je ne le saurais jamais avec certitude, mais j'étais convaincu d'une chose, ce n'étaient pas que des animaux. Ils étaient intelligents, possiblement aussi intelligents que les humains, vivant simplement d'une manière complètement différente, et ils méritaient d'être laissés seuls. 3 semaines après l'incident, j'ai reçu un appel du garde forestier Thompson. Il avait obtenu mon numéro sur le rapport d'incident. « Monsieur Vance, je voulais prendre de vos nouvelles, voir comment vous vous remettez. On m'enlève le plâtre dans quelques semaines, ai-je dit. Je devrais être de retour à la normale à terme. Bien, c'est une bonne chose. Il a fait une pause. Je voulais aussi vous demander si vous aviez pris des décisions concernant ces images que vous avez prises. Comment saviez-vous que j'avais des images? Vous portiez une caméra de casque. J'ai vu le support et vous aviez ce regard. Le regard que les gens ont quand ils ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer.
Habituellement, soit ils ont hâte de le dire à tout le monde, soit ils ne supportent pas de le dire à qui que ce soit. Vous sembliez être du deuxième type. Je suis encore en train de décider, ai-je dit honnêtement. Puis-je vous donner un conseil de quelqu'un qui a été dans une position similaire? Je vous en prie. Quoi que vous ayez vu là-bas, ça a survécu jusqu'à présent, en restant caché, en étant prudent, en nous évitant. Si vous l'exposez, ça change. Soudain, tout le monde le cherche. Les chasseurs veulent des trophées. Les scientifiques veulent des spécimens. Le gouvernement s'en mêle. Et la vie de la chose que vous avez vue devient infiniment plus compliquée, possiblement plus courte. Vous pensez qu'ils méritent d'être protégés, ai-je dit. Vous pensez qu'ils valent la peine d'être protégés. Je pense que si quelque chose a réussi à rester caché avec succès pendant des milliers d'années, il y a peut-être une bonne raison. Et je pense que les humains ont un bilan assez terrible quand il s'agit de laisser tranquilles les choses que nous ne comprenons pas. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Il y a une autre considération, a-t-il poursuivi. Si vous publiez ces images, votre vie change aussi. Vous devenez le type du Bigfoot. Chaque décision que vous prenez, chaque mot que vous prononcez est filtré à travers cette lentille. Certaines personnes vous croiront, la plupart ne le feront pas. Certains penseront que vous êtes un menteur, d'autres que vous êtes mentalement instable. Votre réputation professionnelle pourrait en souffrir. Les opportunités d'emploi se tarissent. Ce n'est pas un chemin facile. On dirait que vous parlez d'expérience. J'ai montré mes photographies à un collègue une fois, juste les photos d'empreintes, rien de plus. En une semaine, c'était partout au poste des gardes forestiers. La moitié des gens pensaient que je les avais fabriquées. L'autre moitié pensait que j'étais crédule. Il m'a fallu des années pour reconstruire ma crédibilité. Il a soupiré. Je ne dis pas de ne pas publier vos images, je dis de vous assurer que vous comprenez les conséquences avant de le faire. Après avoir raccroché, je suis resté assis devant mon ordinateur portable pendant un long moment, les images complètes en attente d'exportation. Un clic, et je pouvais les télécharger sur Internet. Selon les normes de 2005, il faudrait des heures pour télécharger une vidéo haute définition de 90 minutes, mais une fois qu'elle serait là, elle se propagerait. Forums, chaînes d'email, finalement les médias grand public. Les images étaient trop claires, trop convaincantes pour être ignorées. Je pouvais changer le monde, prouver que Bigfoot était réel, donner raison à chaque personne qui avait été ridiculisée pour avoir signalé une observation, où je pouvais protéger quelque chose de rare et de précieux, garder un secret qui méritait peut-être d'être gardé. Mon curseur planait sur le bouton de suppression. J'ai pensé à ses yeux me regardant à travers la forêt, l'intelligence qui s'y trouvait, la retenue. Ils auraient pu me tuer facilement. Au lieu de cela, ils m'avaient laissé partir. J'ai cliqué sur Suprime. L'ordinateur m'a demandé de confirmer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer définitivement ce fichier ? Mon doigt a hésité sur la touche, puis j'ai déplacé le curseur et cliqué sur Annuler. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas supprimer la seule preuve que je n'avais pas tout imaginé, mais je ne pouvais pas la publier non plus, pas encore. Peut-être jamais. Alors j'ai copié le fichier à 3 endroits différents. Un disque dur externe, un DVD et la cassette mini DV dans mon coffre-fort. Puis j'ai chiffré les fichiers numériques avec un mot de passe que je suis le seul à connaître. Et puis j'ai essayé de continuer ma vie. On m'a enlevé le plâtre 8 semaines plus tard. La rééducation a été brutale, mais j'ai persisté. Au printemps 2006, j'avais retrouvé la plupart de ma force de préhension. Je pouvais de nouveau faire du vélo, bien que le poignet n'ait jamais été tout à fait le même, de légères douleurs quand le temps changeait. Une raideur le matin. J'ai pris des contrats plus modestes après ça. Rien de trop isolé. Rien qui ne nécessitait de travailler seul en pleine nature. Je me suis dit que c'était à cause du poignet, qu'il fallait être pratique en vieillissant. Mais je connaissais la vérité. Ces forêts avaient changé pour moi. Ce n'étaient plus des terrains de jeu sûrs. Elles abritaient quelque chose d'ancien et d'inconnu. Et je n'étais qu'un visiteur qui avait abusé de son hospitalité.
Je ne suis jamais retourné dans la Gifford Pinchot National Forest. Je n'ai jamais recontacté David à propos de la propriété. Cette piste que j'ai conçue avec tant de soin est restée abandonnée, disparaissant progressivement sous la nouvelle croissance et les feuilles mortes. Parfois, je voyais des articles sur des observations de Bigfoot, des photos granuleuses, des faux évidents, des gens essayant de capitaliser sur le mystère. Une partie de moi voulait se manifester, montrer mes images et régler la question une fois pour toutes. Mais je ne l'ai jamais fait, parce que Thompson avait eu raison, certains secrets méritent d'être gardés. Les années ont passé. 2006 est devenu 2007, puis 2008. La technologie a changé. Le Sony HDR HC1 que j'avais utilisé était obsolète, remplacé par des GoPro et d'autres caméras d'action de meilleure qualité et de plus petit format. Les cassettes mini DV ont cédé la place au stockage à état solide. Le monde a avancé. Mais je n'ai jamais oublié ce jour de septembre 2005. Jamais oublié le son de quelque chose de massif s'écrasant dans la forêt derrière moi. Jamais oublié ses yeux me regardant depuis les ombres. Jamais oublié le moment où j'ai réalisé que le monde était plus étrange et plus merveilleux que je ne l'avais jamais imaginé. J'ai gardé les images en sécurité. Je les vérifiais tous les quelques mois pour m'assurer que les fichiers étaient toujours lisibles, la cassette toujours jouable, ma police d'assurance contre le doute. La preuve que je n'étais pas mentalement instable, que c'était vraiment arrivé. En 2012, 7 ans après l'incident, j'ai reçu un colis par la poste, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une coupure de presse d'un petit journal de Washington daté de 3 semaines plus tôt. Le titre disait « Un groupe de promoteurs locaux fait don de terre pour la préservation de la faune ». L'article parlait de la Société de David, le groupe de promotion. Ils avaient fait don de leurs 200 hectares à une fiducie de conservation, l'établissant comme une zone protégée où tout développement serait définitivement interdit. L'article citait David, disant que des consultants professionnels avaient identifié la propriété comme abritant des espèces sensibles et potentiellement non découvertes méritant protection. Glissée dans la coupure de journal se trouvait une note manuscrite sur du papier à en-tête du service des forêts. J'ai reconnu l'écriture du garde forestier Thompson. Je pensais que vous aimeriez savoir. Certains secrets restent des secrets, certains lieux restent protégés. Merci d'avoir fait le bon choix. JT. Je suis resté assis dans mon salon, tenant cette note, et j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une tension que je portais depuis 7 ans sans m'en rendre pleinement compte. J'avais fait le bon choix. Les images sont restées sous clé, mon secret bien gardé. Et quelque part, dans ces forêts protégées, une famille de créatures qui ne devraient pas exister continuait sa vie, non dérangée par les humains qui ne sauraient jamais qu'elles étaient là. J'ai 64 ans maintenant, alors que j'écris ceci en 2018. Mes jours de VTT sont pour la plupart derrière moi. Le poignet ne s'est jamais complètement remis, et mes nerfs non plus. Je travaille encore comme consultant occasionnellement, mais uniquement sur des sentiers établis. Jamais sur de nouvelles conceptions dans des endroits reculés. Les gens me demandent parfois si je crois en Bigfoot, si je pense que les histoires sont vraies. Je dis toujours la même chose. Je crois que les forêts sont pleines de mystères et que certains d'entre eux ont tout intérêt à ne jamais être résolus. Ils rient généralement, pensant que je suis philosophique ou poétique. Ils ne savent pas que je suis absolument littéral. Je n'ai jamais cru en Bigfoot jusqu'en septembre 2005, quand 3 d'entre eux m'ont pourchassé le long d'une montagne sur mon vélo et ont ensuite choisi de me laisser vivre. Cette expérience a tout changé, a changé ma façon de voir le monde, ma façon de comprendre ma place en son sein, ma façon de penser à ce qui était possible et impossible. Les images existent toujours. Je les vérifie 1 fois par an, à l'anniversaire de ce jour de septembre. Je m'assure que les fichiers sont sauvegardés,
la cassette correctement stockée. Une partie de moi espère que je n'aurai jamais besoin de les utiliser. Jamais besoin de prouver ce qui s'est passé. Mais une autre partie de moi est reconnaissante qu'elles existent. Parce que les jours difficiles, quand le monde semble trop connu, trop cartographié et trop compris, je peux regarder ces images et me souvenir il y a encore des mystères là-dehors, encore des endroits sauvages, encore des choses que la science n'a pas cataloguées, que les caméras n'ont pas capturées et que la compréhension humaine n'a pas diminué. Et certains de ces mystères vous regardent en retour avec des yeux intelligents, font des choix sur le fait de nuire ou d'aider, et puis disparaissent de nouveau dans la forêt comme de la fumée. J'ai été pourchassé par Bigfoot sur une piste de VTT en septembre 2005. J'ai la preuve. Et je ne la montrerai jamais à personne. C'est mon histoire, c'est mon secret, et c'est ainsi que ça va rester, parce que je leur dois bien ça, aux créatures qui auraient pu me tuer, mais ont choisi la pitié à la place, aux créatures qui ont survécu en restant cachées, en étant plus intelligentes que nous, en sachant quand se révéler et quand disparaître. Je n'ai jamais cru en Bigfoot, mais Bigfoot a cru que je valais la peine d'être épargné, digne de confiance avec leurs secrets. Et j'ai l'intention d'honorer cette confiance pour le reste de ma vie. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être partagées. Certains mystères sont destinés à rester non résolus. Certaines images sont destinées à rester enfermées dans un coffre-fort, vérifiées une fois par an, et jamais divulguées à un monde qui n'est pas prêt pour elles. Le monde n'a pas besoin de ma preuve. Il se porte très bien avec son incertitude, son scepticisme. Son hypothèse confortable que Bigfoot n'est qu'un mythe. Et quelque part dans les forêts de Washington, une famille de créatures impossibles se porte très bien aussi. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Les images de Marcus Vance n'ont jamais été diffusées. La cassette mini DV, le disque dur externe et le DVD restent en sa possession. Vérifiés annuellement mais jamais partagés. La propriété de développement de David Chen reste une terre protégée. Le garde forestier James Thompson a pris sa retraite du service des forêts en 2016. Et les sentiers de la Gifford Pinchot National Forest continuent de serpenter à travers des forêts qui recèlent des secrets plus anciens que tout ce que l'homme peut imaginer. Certaines histoires sont vraies, que quelqu'un y croit ou non.